Bonjour à tous. Merci d'être présents en grand nombre aujourd'hui pour ce webinaire portant sur un appel à projet spécial à la Fondation, donc un appel à projet acquisition de connaissances flore et invertébrés en danger. C'est un appel de projet qui est livré par la Fondation de la faune du Québec en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, en bref, le plan de présentation. Donc, je vais vous présenter là, rapidement l'appel à projet d'une durée d'environ 20 minutes. On va passer à travers les différents objectifs et volets du dit appel de projet. Ensuite, nos collègues du ministère vont présenter donc le protocole de récolte des données pour les espèces floristiques ainsi que l'outil potentiel là, donc dans Access qui va vous permettre donc de réaliser là, vos différentes initiatives, de répondre aux obligations là, dans le cadre de cet appel à projet-là. Ensuite, il y aura une courte présentation aussi sur la précision sur les données et les protocoles pour les espèces d'invertébrés qui sont aussi évidemment ciblés par cet appel à projet. Et tout ça sera suivi d'une belle période de questions d'environ 25 minutes qui sera modérée par la Fondation de la faune du Québec. Donc, en tout, on sera ensemble là, pour une durée environ de 1h30. Sachez toutefois que, évidemment, si vous avez des questions supplémentaires à l'issue de la période de questions, toute l'équipe de la Fondation de la faune du Québec ainsi que du ministère là, on sera là pour répondre à vos questionnements et assurer que vous ayez la meilleure des chances d'obtenir donc une aide financière dans le cadre de cet appel à projet-là. Donc, l'appel à projet, donc acquisition de connaissances flore et invertébrés en danger, vise à offrir une aide financière là, à différentes organisations pour la réalisation de projets d'acquisition de connaissances, donc qui ciblent des espèces floristiques et ou d'invertébrés, donc qui sont dans des situations précaires au Québec. Cet appel à projet est rendu possible, là, comme je le mentionnais, grâce à la contribution du gouvernement du Québec et grâce à la précieuse collaboration de nos collègues du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Les objectifs sont d'améliorer les connaissances sur les occurrences ou les populations connues d'espèces en danger, donc afin d'établir un meilleur portrait de leur viabilité et de l'impact des menaces qui les affectent. Vous allez voir, on va parler beaucoup de menaces là, dans le cadre de ce webinaire. Donc, les menaces se réfèrent évidemment là, à la classification standardisée des menaces du gouvernement du Québec. Second objectif, améliorer les connaissances sur la répartition d'espèces en danger dans des habitats potentiels afin d'établir un meilleur portrait de leur situation et finalement documenter l'état et les menaces qui affectent les habitats floristiques légalement protégés. Donc, les objectifs réfèrent évidemment aux 3 volets qui sont présentés dans le document d'information du programme. Les espèces ciblées, comme vous le savez, le Québec n'est pas différent du reste de la planète. Donc, il y a plusieurs espèces menacées, vulnérables et susceptibles au Québec. On a dû faire des choix, donc de prioriser certaines espèces. Donc, au niveau des espèces floristiques, la priorité a été accordée aux espèces pour lesquelles il existe des occurrences documentées au CDPNQ, donc au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Et ces différentes espèces-là qui sont priorisées sont bien détaillées là, dans les différents annexes du document d'information. Donc, veuillez, s'il vous plaît, vous référer à ces dites annexes pour voir si les espèces que vous souhaitez documenter y figurent. Toutefois, si une espèce que vous souhaitez cibler n'est pas identifiée à l'annexe 1, 2 ou 3, le projet pourrait tout de même être admissible. Évidemment, la pondération va traduire ce niveau de priorité-là. Et on vous invite, dans tel cas, à communiquer avec le représentant régional du MLCCFP pour bien attacher les ficelles là, avec ce représentant-là et bien faire valoir la pertinence là, de travailler sur la dite espèce.
Je mentionnais qu'on parlait beaucoup de menaces standardisées. Donc, l'appel à projet vise à documenter les menaces potentielles et avérées, donc qui ont des impacts sur les espèces en danger. Ces menaces sont issues là, de la classification standardisée des menaces affectant la biodiversité produite par le gouvernement du Québec. Donc, pour ceux et celles là, qui ne sont pas bien au fait de cette classification standardisée-là, on vous invite donc à consulter le dit document là, du ministère auquel on fait ici référence là, tout en bas du tableau. Le champ d'intervention qui est admissible dans le cadre du présent appel de projet, il y en a un seul, c'est l'acquisition de connaissances et la planification. Donc, tout projet portant sur de l'aménagement, de la restauration ou encore du transfert de connaissances. Et à documenter des populations connues d'espèces floristiques ou encore fauniques d'invertébrés. Je vais détailler là, les différents volets, évidemment. Le deuxième volet, c'est l'inventaire d'espèces floristiques et fauniques invertébrées dans des habitats potentiels. Donc, on parle ici davantage de prospection. Et ensuite, le volet 3, donc dans des inventaires dans des habitats floristiques désignés, qui sont d'ailleurs priorisés. Un projet peut porter sur plus d'un volet et comprendre là, donc les deux taxons qui sont admissibles, là, à savoir les espèces floristiques et fauniques invertébrées. Donc, un projet peut porter à la fois sur le volet 1 et le volet 2 et comprendre donc des espèces autant floristiques que invertébrées. Pour le volet 1, donc, c'est les inventaires spécifiques et la documentation des populations connues d'espèces floristiques et fauniques invertébrées. Donc, l'objectif, c'est d'améliorer les connaissances sur la viabilité et l'impact des menaces qui affectent ces populations-là. Pour les espèces floristiques, ça va être nécessaire donc d'utiliser des protocoles standardisés du MLCCFP. Il y aura des formats de transmission de données via Access là, associés au CDPNQ qui vous seront donc transmis. Et ce volet-là demande une expertise là, certaine là, pour le suivi des protocoles standardisés. Pour les espèces fauniques invertébrées, il y a des espèces qui ont été identifiées là, comme prioritaires aux documents d'information, donc important de s'y référer. Et dans plusieurs des cas, il sera nécessaire d'obtenir un permis SEGL pour réaliser les inventaires. Donc, dans le cadre de cette demande de permis SEGL, il y aura des documents qui vous seront transmis là, pour vous assurer là, de la bonne suite de votre projet. Pour le volet 2, donc, on est dans la prospection, autant au niveau des espèces floristiques que fauniques invertébrées, donc dans des habitats potentiels. L'objectif, c'est d'améliorer les connaissances sur la répartition des espèces en danger dans les habitats potentiels afin d'avoir un meilleur portrait de leur situation là, à l'échelle de la province. Donc, pour les espèces floristiques, on doit rechercher des espèces qui sont prioritaires dans des régions administratives visées et dans des habitats potentiels qui sont identifiés à l'aide de l'outil du ministère là, qui vous sera présenté un peu plus tard dans le cours de ce même webinaire. Donc, vous comprendrez que c'est un appel de projet très structuré. Donc, ça va être important, là, évidemment, de bien suivre le webinaire aujourd'hui pour bien comprendre toute la structure de cet appel de projet-là et ce qui en découle. Évidemment, la période de réalisation de l'inventaire devra être adaptée en fonction de l'espèce ciblée. Ça sera important donc de présenter cette fenêtre d'opportunité-là pour les inventaires dans votre demande d'aide financière et de faire le lien là, donc avec les besoins et les fonctions de l'espèce. Dans le cadre des espèces floristiques, il y a un formulaire de signalement des observations du CDPNQ qui existe, qui devra être rempli par les organisations qui seront soutenues dans le cadre de cet appel de projet-là. Et il y aura donc des données très spécifiques là, à transmettre, dont des points GPS, des photographies qui vont permettre là, de bien valider l'identification de l'espèce. Au niveau des espèces fauniques invertébrées, on doit rechercher une ou plusieurs espèces là, qui est présente à l'annexe 3, donc les espèces qui ont été priorisées, telles que je mentionnais tout à l'heure. Et l'idée, c'est de documenter les menaces là, qui sont présentes dans les habitats inventoriés
ainsi que la présence de poissons hôtes pour les espèces de moules d'eau douce pour des populations ciblées. Vous voyez que c'est un appel à projet, là, comme je le disais, bien structuré. Là, donc, ça pourrait être nécessaire, là, dans certains cas, de communiquer avec des représentants de la Fondation de la Faune du Québec là, pour répondre à vos questionnements ou encore à voir avec vos représentants régionaux du ministère là, de l'Environnement. Le volet 3, donc on est dans des inventaires des habitats floristiques désignés. Donc, c'est d'assurer le suivi de l'état des habitats floristiques protégés légalement et d'identifier les menaces potentielles et avérées dans ces habitats floristiques-là. Donc, évidemment, les inventaires devront porter que sur les espèces floristiques qui sont présentes sur ces habitats floristiques-là. Il y a un rapport de visite standardisé qui devra être complété. Et comme nos moyens sont certes très intéressants, mais tout de même limités, il y a une priorisation aussi qui a été effectuée. Donc, on vous conseille fortement de consulter la liste des habitats floristiques priorisés qui est présente là, dans le document d'information de l'appel à projet. Je laisserai la parole à mes collègues du ministère pour les aspects plus techniques. Donc, pour les spécifications du volet 1 pour l'inventaire floristique du CDPNQ. Oui, c'est moi qui vais reprendre la balle au bon. Donc, je vais vous présenter quelques petites particularités associées aux inventaires floristiques dans le cadre des 3 volets là, présentés dans le programme. Premièrement, le volet 1, c'est peut-être un peu le plus costaud. Là. Raphaël l'a bien présenté. Il va falloir suivre un protocole du CDPNQ, un protocole standardisé. Donc, et puis, c'est important. Raphaël a dit que ça prenait une certaine forme d'expertise, évidemment. Là, c'est quand même pas de la rocket science, mais pour s'y appliquer convenablement, ça prend une bonne connaissance botanique pour remplir l'ensemble des informations inscrites dans le protocole. Aujourd'hui, l'objectif, je ne vais pas vous présenter le protocole, je vais vous présenter seulement certaines informations sur lesquelles je crois vous devez porter attention dans le cadre de votre planification de projet pour être certain que vous évaluez bien l'effort qui est demandé dans le cadre de ce protocole. Donc, peut-être ramener la présentation. La place aux collègues pour les spécificités du volet 1, inventaire floristique. Je verrai donc à défiler la présentation au fur et à mesure là, en fonction de vos consignes. Et le mot spécifique pour m'aviser pour changer les diapos sera le mot astère. Donc, à vous la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK. C'est vraiment étrange ce qui s'est produit. Je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai dit avant, mais voilà. Je repars. Donc, j'ai compris. Finalement, il y a un code, un safe word qui est Aster pour faire changer les slides. Parfait. Donc, j'ai aucune idée ce qui s'est produit, mais je vais reprendre ce que j'ai dit. Parfait. Merci, merci Guillaume. Donc, protocole, je ne vous présente pas au complet le protocole aujourd'hui floristique. Et puis, parce que vous avez accès, ceci dit, je vais mettre l'emphase sur ce qui est important pour vous permettre d'évaluer l'effort. Il y a un protocole à suivre, mais surtout, il y a un formulaire très spécifique à remplir avec la saisie de données qui est un formulaire Access, Microsoft Access. On le sait bien au ministère que Access n'est pas prêt 2025. C'est actuellement dans nos cartons d'évaluer comment faire évoluer tout ça. Alors, il y a effectivement une portion à la fin du travail pour transcrire l'information dans Microsoft Access si vous n'êtes pas capable de le faire au terrain. Donc, il faut prévoir du temps pour le faire. Première chose importante à garder en tête, les occurrences floristiques sont généralement souvent beaucoup moins grandes que les occurrences phoniques. Mais peut-être, oui, me ramener la diapositive, sinon je peux la suivre de mon côté. Mais ceci dit, donc, la couverture spatiale, l'ensemble de l'occurrence doit être marché au complet pour être capable d'inventorier tout le territoire. Mais en plus,
en plus, on doit inventorier les habitats potentiels d'une zone tampon, d'un buffer de 150 mètres autour de l'occurrence. Donc, nous, on vous demande de fournir un tracklog. Alors, nous, c'est avec ça qu'on évalue l'effort. C'est très, très important. La méthodologie utilisée après pour traiter la donnée l'effort doit être adapté à la métaux pour être capable de produire des codes de viabilité. Avec cette donnée-là, on produit les codes de viabilité des occurrences. C'est quand même pas très compliqué à prendre l'information au terrain. 3 thématiques, on arrive, on trouve un spécimen, une population d'un spécimen, on doit caractériser l'habitat, on doit évidemment compter les spécimens, donc la démographie. Cette étape-là, c'est peut-être la plus compliquée parce qu'on doit en plus inventorier l'ensemble des espèces végétales qui sont présentes avec l'espèce qu'on cherchait. Donc, ça prend une bonne connaissance botanique à ce niveau-là. Puis évidemment, on caractérise les menaces. Dans le protocole, vous allez voir aussi, il faut fournir des informations géospatiales, évidemment, et des photos qui nous permettent d'identifier l'espèce, mais je vais y revenir. Donc, on peut changer la diapositive. Aster. Merci. Donc, je ne vais pas passer tous les outils. Vous avez ces documents-là qui sont disponibles sur la page du programme. Donc, c'est pour vous donner une idée de la première étape qui est la caractérisation de l'habitat. Donc, une caractérisation biophysique assez standard. Là, on évalue le type de couvert qui est présent, la densité de ce couvert-là. On évalue de manière qualitative le recouvrement des strates arborescentes, arbustées, herbacées, et ainsi de suite. Donc, tout est bien détaillé dans le protocole et dans les outils, finalement, le formulaire terrain qui est utilisé ici, là, pour vous permettre finalement de décrire dans quel habitat pousse la plante. Donc, Aster. La démographie, bien évidemment, la démographie, c'est... OK, c'est pas mon PC, je pensais que mon PC était faible. Alors, la démographie, il faut évidemment regarder l'ensemble des espèces qui sont présentes lorsqu'on remplit le formulaire. Donc, on a trouvé les spécimens. C'est la portion qui est peut-être la plus énergivore et la plus longue, là. Donc, il faut être capable d'identifier l'ensemble des espèces arborescentes, arbustivées, herbacées. Pour les mousses, ça va aller, là. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'espèce, à moins que vous en soyez capable, mais l'important, c'est vraiment arbustes, herbacées, puis on évalue la dominance. Évidemment, ça comprend toutes les espèces qui ont un statut que vous trouvez sur le site, mais également les espèces exotiques envahissantes floristiques. On va compter les espèces menacées, vulnérables, susceptibles que vous voyez sur place. Donc, il y a des façons de compter selon quelle est l'espèce que vous cherchez. C'est écrit dans le protocole. Et puis, évidemment, on prend des points GPS et des photos. Les photos sont vraiment importantes parce que c'est ce qui nous permet de confirmer l'identification que vous faites de la plante. Donc, vous pouvez prendre une photo d'un selfie souriant avec la plante, c'est intéressant, mais il faut vraiment prendre les particularités morphologiques de la plante là, qui nous permettent d'identifier. Et si votre projet est retenu, bien évidemment, on va vous aider à les identifier, ces parties-là de la plante qui doivent être prises en photo pour confirmer l'identification. Donc, évidemment, si votre projet est retenu, il y aura un accompagnement avec les promoteurs. On va vous accompagner tout le long du projet. Donc, Aster. Finalement, pour le volet menace, c'est relativement simple. Raphaël en a parlé. Il y a une catégorisation standardisée là, des menaces. Il suffit, avec une liste qui est déjà préétablie sur les menaces qu'on rencontre le plus régulièrement, là, mais vous notez la menace que vous voyez, vous prenez un point GPS. Photos ne sont pas obligatoires, mais sont recommandées là, quand même dans certains cas. Donc, généralement, si c'est des espèces floristiques exotiques envahissantes, on doit les identifier évidemment à l'espèce. Ça nous aide beaucoup aussi pour la suite et pour les projets liés aux actions. Donc, toute cette information-là est prise sur le terrain, soit avec vos propres outils, soit avec le formulaire terrain qu'on vous propose. Je vous recommande d'utiliser notre formulaire terrain si vous y allez de manière papier parce qu'évidemment, l'ensemble de l'information est en adéquation avec le formulaire Access qui est à remplir, je vous rappelle, à la fin. Donc, il ne faut pas sous-estimer le temps que doit prendre finalement la saisie du formulaire Access. Là, généralement, ceux qui le remplissent nous disent que pour une journée terrain standard, là, on peut facilement compter 2-3 heures supplémentaires pour saisir le formulaire. Donc, c'est quand même considérable à prendre en compte dans votre préparation, planification de projet pour
le volet 1 du programme. À venir en production, il y aura aussi potentiellement un formulaire en ligne à remplir, là, relativement simple sur la documentation des actions de conservation qui ont été faites, que vous avez vues sur le site où vous allez faire, dont entre autres le projet lui-même. C'est un formulaire qui est en ligne, autant Fond de Flore qui est en développement. On va vous en reparler dans le cadre du projet si votre programme est retenu. Donc, Aster. Pour le volet 2, le volet 1 ciblait des espèces priorisées et des occurrences. Priorisées également, des occurrences de qualité de code de viabilité EF ou H. Si vous n'êtes pas familier avec ça, tout est également bien décrit dans les documents. Le volet 2 est plutôt finalement beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, je dirais, démocratique, un volet prospection. L'idée là est plutôt d'aller chercher, d'acquérir de la connaissance sur des habitats potentiels ou des territoires là où il n'y a pas d'occurrence connue au CDPNQ. Donc, si vous avez des terrains à prospecter, c'est un volet qui est intéressant pour le faire. Donc, comme Raphaël l'a dit, là, vous devez rechercher dans des secteurs et des habitats qui sont ciblés par le programme. Il y a un formulaire qui est à remplir, évidemment, si vous trouvez les espèces. Vous n'avez pas besoin de suivre le protocole du CDPNQ. Il y a un petit formulaire qui est relativement simple pour détailler ce que vous trouvez sur le site. Par contre, si vous êtes à l'aise et vous souhaitez le faire, il n'y a rien qui vous empêche de suivre le protocole également de CDPNQ dans le cadre du volet 2. Ce n'est pas obligatoire dans ce volet-là, mais il est recommandé si vous avez l'expertise. Il faut simplement évaluer l'effort en conséquence pour déposer votre projet. La différence entre les données fournies dans le volet 1 et dans le volet 2, l'utilisation qui en est faite au CDPNQ est différente. Le volet 1 comprend l'ensemble des données de menaces, des données démographiques d'habitat, nous permet d'évaluer vraiment et d'établir une cote de viabilité précise sur l'occurrence. Dans le volet 2, on est plus dans établir les occurrences, établir les aires de répartition, parfois avoir des codes de viabilité qui sont un peu plus larges, des intercotes et ainsi de suite. Donc, on n'utilise pas les données de la même façon. Pour vous présenter un peu comment déposer un projet pour vous aider finalement à comprendre dans ce volet-là les bonnes façons de monter un projet sur les espèces qui sont priorisées, je passerai la parole à mon collègue Olivier, qui va vous présenter l'utilisation de l'outil potentiel qui est disponible aussi dans les liens de la page du programme. Alors, à toi, Olivier. Parfait. Salut tout le monde. Avant de vous partager mon écran, je vais juste faire un petit rappel ou, en tout cas, oui, un rappel, ça a été mentionné tantôt, là, mais donc, il y a des listes et des régions qui sont priorisées dans le cadre là, du présent appel de projet. Puis, dans ces listes-là, vous allez voir la notion d'espèces existantes, confirmées dans une région ou potentielles dans une région, fait que le E ou P. Puis, ça, c'est une des informations clés là, qui va nous servir dès le début là, à savoir si notre espèce est admissible un peu, là, donc au volet 1 et 2. Fait que je vais partager mon écran, puis on va aller sur potentiel directement. D'ailleurs, petite parenthèse potentielle, c'est un outil qui est mis à jour d'habitude sur une base annuelle. Là. On a la version 1.4.0, 29 avril 2025. Il devrait avoir une mise à jour là, au début de l'hiver 2026. Essentiellement, ça va possiblement, modifier les régions qui sont considérées potentielles ou existantes pour des espèces, parce que des fois, au gré des connaissances acquises dans une année, bien, on rajoute des régions où l'espèce n'était pas connue, mettons. Fait que ça peut avoir un petit effet, là, mais je pense que, dans le contexte là, du présent appel de projet, je pense qu'on peut considérer que c'est cette version-là qui est la version actuelle. C'est celle qui est disponible sur le site web actuellement. Donc, en fait, c'est un fichier, là, c'est un fichier je ne sais pas si vous l'avez déjà ouvert auparavant, là, mais petit fichier MDB qui s'extracte sur un dossier sur l'ordinateur. Ensuite de ça, on entre dedans, entrer ici. La première question moi, que je me poserais à votre place, c'est quelles sont les espèces
qui sont connus ou potentiels pour ma région ou des régions, pour savoir si finalement mon territoire d'intervention correspond à une des demandes là, du présent appel de projet. Fait que pour avoir le topo général, ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur aucune région administrative, aucun habitat. Fait qu'on est, finalement, on inclut tout. On fait rechercher 544 espèces. Fait que c'est l'ensemble des espèces susceptibles d'être désignées menacées, désignées vulnérables et candidates qui n'ont pas qui sont pas encore inscrites là, sur la liste des susceptibles, mais qui ont, disons, pour lesquelles on s'interroge, puis il y a de la recherche d'informations qui est en cours. Fait que c'est l'ensemble de ces espèces-là qui est incluse dans cette liste-là, incluant les bryophytes. Fait que ça fait du monde. Donc, c'est vraiment le premier filtre initial. Pour savoir qu'est-ce qui est potentiel ou existant par région, on peut faire simplement produire un rapport de répartition qu'on peut extraire en PDF. Ça, c'est la première option qui est disponible. On a les régions administratives du Québec, l'ensemble des taxons, puis on peut voir un P ou un E, P étant potentiel, E étant existant. Fait que ça, c'est la première façon d'aller chercher l'information. Ensuite de ça, la deuxième façon, c'est d'exporter vers Excel. Ça, c'est utile aussi pour des étapes subséquentes qui vont nous aider à mieux raffiner là, nos requêtes. Là. Fait que c'est pour ça que je le fais aussi comme ça. Fait que là, ça me sort finalement l'équivalent de ce qu'on voyait tantôt sur le fichier PDF, mais avec beaucoup plus de champs complémentaires. Il y a aussi une petite différence pour l'instant. Ça pourrait être ajusté dans une prochaine mise à jour de potentiel là, pour être plus uniforme et cohérent. Mais pour l'instant, si je fais le parallèle avec ce qu'on voyait tantôt, il faut regarder la colonne région confirmée. En fait, région confirmée, c'est l'équivalent de existant dans la région. Donc, là, ce que ça me dit ici, c'est que la bryophyte à Colomb Muticum, var Muticum, elle a été confirmée uniquement au centre du Québec. Non, Montérégie, 16, c'est Montérégie, oui, c'est ça, 17, c'est centre du Québec. Fait que c'est ça que ça veut dire. Puis si par exemple, j'avais fait, je vais le reprendre ici, admettons que moi, je travaille en Estrie exclusivement. Bon, 160 espèces, exporté vers Excel. Je vais le refaire. Bureau, il va overwriter. On va aller chercher ça. Email là-dessus. Sinon, je peux peut-être le refaire. Je voulais vous montrer une petite affaire. OK. Fait que dans le fond, OK. Là, c'est bien pour dire. Ouais, OK. Fait que j'ai un exemple. OK. Fait que dans le fond, là, je réfléchissais. Je pense que de mémoire, là, la région 5, c'est l'Estrie. Mais ça, il y a un glossaire à quelque part pour ça, là, pour vous aider, parce que ce n'est pas si évident, premier abord, de toutes les connaître sur le bout des doigts, les numéros des régions. Mais donc, admettons que ma requête visait l'Estrie, puis là, j'ai Alnus Cerulata. Je vois que la région 5 n'est pas dans les régions confirmées, mais il a quand même sorti dans ma requête de potentiel. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que c'est une espèce qui est jugée potentielle en Estrie, mais qui n'a pas été confirmée jusqu'à maintenant. Elle a été confirmée seulement dans les régions qui sont indiquées là, les Laurentides, Montérégie, etc. Fait que ça, c'est la façon. Ensuite de ça, l'autre question qui pourrait nécessairement là, se poser à vous, c'est bon, je connais mon territoire d'intervention, grosso modo. Je travaille dans les Laurentides, par exemple. Je suis surtout dans le milieu forestier. C'est quoi les espèces qui sont potentielles dans cette région-là et dans ces milieux-là spécifiquement? Fait que là, il y a une sorte de façon de procéder, mais on peut d'emblée, si on part donc vraiment donc, de l'outil potentiel, je vais aller chercher, exemple, les Laurentides. Là, je vais aller chercher mes types d'habitats. C'est sûr que plus j'ai une connaissance fine de la zone d'étude qui m'intéresse, plus je peux être détaillé là-dedans. Sinon, tu sais, détaillé ou
critique, si je veux, dans mon filtre. Sinon, je peux y aller très large. Mais je vais faire une requête un peu standard. Là, mettons que je suis un peu au nord de Saint-Jérôme. Là, je suis en forêt feuillue, mais je vais avoir des forêts résineuses un peu au travers des forêts feuillues, des forêts mixtes, probablement des lisières forestières, des marécages, etc., marais, dans un ensemble de milieux naturels là, diversifiés, là, peut-être des faines, etc. Je peux rajouter, fait que là, voir la liste, je vais voir la liste. Fait que la liste est quand même assez grande, ultimement. Puis là-dedans, d'emblée, vous pourriez retirer là, les bryophytes, à moins que ce soit l'objet de votre recherche, là, mais là, elles ne sont pas considérées dans le présent projet. Ensuite de ça, moi, je vous inviterais, à partir des descriptions d'habitat qui sont assez détaillées là-dedans, je vous inviterais à passer à un logiciel SIG pour faire une recherche plus fine au niveau spatial, donc des habitats potentiels. Puis, sans aller très, très loin, parce qu'il y a moyen de faire un cours là, de plusieurs heures là-dessus, là, mais quelques infos de base en lien avec le présent appel de projet, ça va vous prendre la couche des régions, possiblement celle des municipalités. Ça peut être utile, dépendamment de à quelle échelle vous travaillez. Les données du CDPNQ, il y a celles qui sont disponibles sur Données Québec. Là, ça donne bien aujourd'hui, mais mon lien serveur est bloqué, fait que je n'ai pas accès à mes couches, mais ce n'est pas important pour l'exercice. Mais normalement, c'est ça. Fait que ça serait avec donc Données Québec ou d'autres données. Une couche d'information qui est arrivée récemment, qui est disponible sur Données Québec, c'est les aires de répartition des espèces désignées, menacées et susceptibles. C'est des aires de répartition évolutives. C'est en fonction des connaissances actuelles au CDPNQ. C'est l'échelle de confection des polygones, c'est le district écologique. Fait que ça, c'est une classification là, qui existe au niveau du ministère de l'Environnement pour finalement classer là, l'ensemble des communautés naturelles là, de la plus petite échelle à la plus grande. Fait que c'est basé là-dessus. Là, j'ai mis Phégoptère à Hexagone, Orme-Liège, Ginseng. Fait que mettons qu'on travaille dans les Laurentides, moi, c'est sûr que je vous inviterais d'abord à réfléchir, est-ce que mon projet est dans l'aire de répartition de l'espèce qui m'intéresse? Ce serait déjà un bon point. On peut aller au-delà de l'aire de répartition si on a des bonnes raisons de penser que l'espèce pourrait se trouver dans cette région-là. Des fois, il y a des manques de connaissances. Je vais donner un exemple. Là, si je prends l'orme-liège, c'est pas exclu qu'on en trouve dans cette portion-là des Laurentides, mais pour l'instant, on n'a aucune occurrence au CDPNQ. Après ça, il faut regarder plein d'autres paramètres, que ce soit la géologie, les dépôts de surface, les peuplements écoforestiers. Bon, il y a toutes sortes de paramètres, mais je vous dirais que la base, là, ça serait région administrative, aire de répartition. Ça donne déjà un bon coup de pouce pour commencer. Fait que je commencerai par ça, puis au besoin, là, on reviendra plus en détail sur d'autres points là, si le besoin se fait sentir. Fait que JF, je te passe la POC. Yes. Merci, Olivier. Donc, quelques petites minutes encore avant de passer la parole à Jonathan, mon collègue Jonathan. Le volet 3, c'est le volet qui vise les habitats floristiques désignés par la loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Donc, il n'y a pas tant de spécifications là-dessus. Le document de programme vous dit un peu ce qui est à faire. En gros, c'est de faire des visites, d'aller prendre connaissance de ce qui se passe dans les habitats floristiques désignés. Il y a une dizaine, je pense, qui sont priorisés. Là. Mais comme pour tous les volets, évidemment, on vous recommande de viser des espèces qui sont priorisées ou des habitats qui sont priorisés. Mais il n'y a rien ne vous empêche de déposer des projets, comme Raphaël l'a dit au début, là, sur d'autres espèces ou à l'extérieur des priorités, mais c'est certain que la pondération de vos projets va être affectée. Moi, je ne sais pas si Maxime ou Raphaël, vous pouvez ramener la présentation également en partage, donc pour le volet.
Le volet 3, c'est un peu ça, rapport de visite relativement simple, de l'information à donner sur les espèces qui sont présentes. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le protocole CDPNQ présenté au début. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Sinon, c'est seulement le modèle de gabarit là, de rapport de visite qui est présenté sur le site du programme. Ensuite, évidemment, prendre des photos des menaces, regarder s'il y a des menaces, de l'information à prendre sur la signalisation. Est-ce qu'il y a de la signalisation existante? Est-ce qu'elle est toujours là dans l'habitat floristique? Si oui, la documenter. Donc, contour, cartographie, effectivement. Donc, c'est de l'information un peu de base d'intendance d'habitat. Et on peut peut-être passer à la prochaine diapositive. Aster, qui est la dernière pour l'accès aux données. Olivier en a parlé, Raphaël aussi, là. Pour la flore, la grande majorité des informations est déjà disponible sur le web, soit sur la cartographie des occurrences d'espèces en situation précaire ou sur Données Québec. Moi, je vous invite fortement à aller sur Données Québec avec le mot-clé espèces en situation précaire. Vous allez y retrouver les couches liées aux occurrences des espèces, la couche sur les habitats floristiques, la classification standardisée des menaces et des actions de conservation s'y trouve. Il y a des points chauds également de menaces qui sont identifiés pour les espèces en situation précaire. Les aires de répartition qu'Olivier a parlé sont aussi présents. Donc, il y a beaucoup d'informations qui est là pour les espèces floristiques. Il y a certaines espèces dans la liste des espèces menacées, vulnérables, susceptibles, qui sont sensibles à la diffusion. Donc, dans les données, vous allez voir des occurrences qui sont généralisées, qu'on appelle, ou masquées, en fait. L'information précise est masquée. Pour la majorité des volets, le volet 2, volet 3, vous allez pouvoir quand même, je pense, déposer des projets avec tout ça. Pour le volet 1, si vous avez besoin d'informations plus spécifiques sur ces espèces-là à diffusion sensible, vous pouvez faire une demande à l'adresse qui est là, le CDPNQ. Puis on va vous transférer l'information avec les conditions d'utilisation de cette donnée-là. Mais ça devrait vraiment être relativement limité comme demande. Donc, je passe la parole à Jonathan. Merci beaucoup. Donc, on pourra pouvoir passer à la prochaine diapo. C'est le même, c'est le même projet, c'est le même PowerPoint, il faudrait le garder. Donc, Raphaël, je te laisserai ramener le PowerPoint parce que j'en ai pas d'ouvert sur mon ordi et sans le PowerPoint, je serais pas capable d'y aller. De toute façon, pour les gens, il faut le voir. Écoute, tu peux aller à la suivante. Encore une fois. Oh! Presque. OK, là, les animations sont restées là. OK. Là, on est trop loin, hein? Ouais, Il je faut pense revenir en que arrière. Encore, encore. Là, c'est ça. yes. Bon, yes, on l'a. Données sur les espèces invertébrées. Comparativement à la flore qu'on vient de voir, beaucoup de nos espèces sélectionnées, mais on a aussi beaucoup moins d'espèces sélectionnées, mais beaucoup de nos espèces sélectionnées n'ont pas d'occurrence de tracé. Par exemple, sur nos 10 mollusques moules, 7 ont des occurrences, mais 3 en ont pas. Et sur les 6 insectes qu'on présente, juste une espèce a une occurrence. Donc, il faut y aller avec d'autres types de données que les occurrences. Pour avoir les données de localisation, autant pour les moules que pour les insectes qui n'ont pas d'occurrence, il faut envoyer une demande simplement au CDPNQ à commercialenvironnement.gouv.qc.ca et on va vous transférer les informations nécessaires et au besoin. Donc, on peut déjà aller à la prochaine page. Ça va aller vite, là, les invertébrés. Pour la mulette perlière de l'Est, quand elle aura des occurrences, et ça va venir quand même assez bientôt, les occurrences seront généralisées. C'est une espèce très sensible pour laquelle on ne veut pas publier un accès facile à l'information de localisation. Donc, les données de mulette perlière qui vont être
données à les gens qui les voudront, aux gens qui les voudront, seront le nom des rivières dans lesquelles il y a des présences connues, et non pas carrément un point de localisation d'observation pour cette espèce-là. C'est trop sensible. Pour la lasmigone des ruisseaux, on va, par un chiffrier Excel, sélectionner pour une région donnée les points d'observation qu'on a. Le chiffrier Excel, c'est une base de données dans ce cas-ci où Annie a sélectionné les données d'intérêt ou importantes là, pour ce genre de projet-là. Et on enverra par courriel le fichier Excel là, filtré selon les régions ciblées. Et ça appartiendra là, à celui qui reçoit les données de le projeter sur un système de géométrie. Pour la pételle d'eau douce pointue, les données qu'on possède ont été carrément publiées dans un article scientifique et c'est l'article scientifique qui sera envoyé pour permettre de localiser ou d'avoir une idée d'où sont les observations connues. Concernant tous les insectes, sauf le satyre fauve des maritimes, on va fournir les points géomatiques connus qu'on possède dans notre BD Insectes, carrément là, via un shapefile, pour une région donnée ou des régions données, là, selon le cas. On peut aller à la prochaine diapo. Comparativement à la flore, encore une fois, on n'a pas de protocoles qui sont publiés pour l'instant. On a des protocoles qui sont rédigés, pas nécessairement terminés, pas nécessairement approuvés ou un peu touchés. Bref, on a des trucs, mais ils ne sont pas publics, ils ne sont pas publiés, ils ne sont pas accessibles directement sur le web. Encore une fois, pour avoir les protocoles, il faut déposer ou nous envoyer une demande à cdpnq à commercialenvironnement.gouv.qc.ca. Les demandes, selon les taxons, sont dirigées à la bonne personne là, pour vous orienter. Il va y avoir, par exemple, dans les dates qu'on a, un congé de Noël. Dans ce cas-là, si les protocoles ne rentrent pas, il sera possible dans le projet de présenter le protocole minimal qui vous permet d'estimer au minimum vos coûts. Et le protocole en finesse pour les travaux d'inventaire pourra être envoyé et discuté là, au retour en janvier. J'ai déjà fini. Je ne sais pas qui prend la suite. Je retourne présenter ça. C'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. J'arrête le partage. Donc, merci bien, chers collègues, pour les précisions. Comme vous voyez, c'est un appel à projet là, très structuré et structurant. Donc, n'hésitez surtout pas là, à entrer en communication avec les collègues de la Fondation, les collègues du ministère, vos représentants régionaux, pour voir là, à bien compléter les formulaires, bien comprendre aussi chacune des petites étapes là, qui sont très importantes là, pour chacun des volets. Et comme Jean-François l'a bien précisé, pour les projets qui seront retenus pour financement, il y aura de l'accompagnement qui va être effectué avant le début des travaux là, terrain pour s'assurer que les organismes promoteurs ont tout en main pour bien réaliser là, donc, les différentes étapes de leur projet conformément aux attentes là, en fonction des différents volets. Donc, il y aura de l'accompagnement là, à une échelle fine là, qui va être réalisée pour s'assurer d'obtenir des résultats qui sont intéressants pour le CDPNQ et l'ensemble des acteurs là, qui sont impliqués dans ce type d'intervention-là. Donc, au niveau des critères d'évaluation, c'est les mêmes critères d'évaluation qu'on utilise à la Fondation de la Faune du Québec. C'est des critères qui ont été uniformisés là, à l'échelle de notre programmation. Donc, on parle ici de l'ampleur et de la portée du projet. Évidemment, la valeur écologique, sociale et économique aussi des habitats et des espèces ciblées. De la pertinence des activités. Donc, il y aura donc un avis qui sera obtenu là, des spécialistes du MLCCFP et on vous encourage très fortement là, donc, à le faire à justifier donc, la pertinence de votre projet, là, comme vous le faites là, dans le cadre des appels de projet
plus réguliers à la Fondation de la Faune du Québec, notamment donc en présentant là, la valeur écologique et les menaces là, qui sont susceptibles de peser sur les différentes espèces. Le degré de planification, donc au niveau de ce critère-là, ça va être extrêmement important de nous démontrer que vous avez bien compris l'ensemble de la démarche, que vous connaissez bien les outils aussi qui sont mis à votre disposition. La qualité du montage financier, donc la diversité des sources de financement, les respects des modalités de l'appel à projet. Donc, n'hésitez pas là, donc, à communiquer avec le personnel de la Fondation, là, advenant que vous ayez des enjeux au niveau du montage financier. Ça nous fera un grand plaisir de vous accompagner là, dans l'élaboration de ce montage financier-là pour être sûr que ça cadre avec les modalités du programme. Et évidemment, les priorités là, du projet en fonction des objectifs spécifiques là, de l'appel de projet qui vous ont été présentés aujourd'hui. Donc, il est vraiment très important, là, comme dans tous nos programmes, tous les appels de projet, mais particulièrement celui-ci, de bien saisir là, les éléments qui sont présentés dans le document d'information. Et je le rappelle, on est là pour vous accompagner dans le cadre de cet appel de projet-là. Donc, n'hésitez surtout pas là, à solliciter les ressources qui sont mises à votre disposition. Je serai par ailleurs là, disponible au courant de la période des fêtes là, pour répondre à vos questionnements. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interpeller dans le cadre de vos travaux. Pour les différentes modalités de l'appel à projet, donc le projet doit se dérouler sur un maximum de 24 mois. La date limite pour déposer vos demandes, c'est le 16 janvier prochain. On sait que ça vient vite, donc on peut comprendre là, que vos dossiers de candidature ne soient pas nécessairement tout complets. On verra là, donc à vous accompagner pour poursuivre là, le dépôt de vos dossiers de candidature par document complémentaire que vous pourrez nous remettre donc après la date limite de dépôt. On parle notamment là, ici là, des confirmations des contreparties financières et tout ce qui est l'accès au territoire, évidemment. Donc, l'aide financière peut couvrir jusqu'à 75% des coûts admissibles du projet, comme c'est pour l'ensemble de nos programmes d'aide financière à la Fondation de la Faune. En conséquence, il y a un minimum de 25% en contrepartie qui est exigé. Dans ce 25%-là, évidemment, les contributions en espèces sont les bienvenues, mais aussi les contributions en biens et services. Donc, tout ce qui est prêt de matériel et prêt de ressources professionnelles. Donc, encore là, si vous avez des questions sur les contributions en biens et services, n'hésitez pas à m'interpeller. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questionnements. Donc, pour déposer votre demande d'aide à la Fondation, vous devez le faire là, comme pour l'ensemble de notre programmation, donc au courriel projet@fondationdelafaune.qc.ca. Donc, en amont, je le répète, vous devez donc prendre connaissance du document d'information et remplir le formulaire de demande d'aide qui est actuellement là, sur notre site Internet de la Fondation de la Faune et devoir évidemment là, bien joindre les pièces supplémentaires qui sont obligatoires. Et je le rementionne encore, considérant donc le délai quand même serré de cet appel de projet-là. On va avoir une certaine souplesse au niveau de la remise des pièces supplémentaires. On verra toutefois à se rattraper, évidemment, là, à la signature de l'entente pour s'assurer que le projet va pouvoir bien se dérouler là, dans des conditions favorables. Donc, pour avoir davantage d'informations, mes collègues à la Fondation, Émy Baribeau et Isabelle Thibault là, sont disponibles pour répondre à vos questions. Je prendrai, moi, le relais là, pendant la période des fêtes et pour communiquer avec des membres du ministère de l'Environnement, autant pour le volet flore et invertébrés, on vous demande donc d'utiliser le courriel cdpnq@environnement.gouv.qc.ca. Donc, je pense que toute l'équipe du ministère a accès à cette boîte courriel-là. Donc, ils verront là, donc, à se répartir
les communications pour assurer un bon flux là, de réponses. Donc, je vous remercie pour votre précieuse collaboration dans le cadre de ce webinaire-là. Je prends la balle au bon pour évidemment vous annoncer que, bon, plusieurs d'entre vous le savent déjà, la Fondation de la faune du Québec élargit sa mission. Donc, il y aura des annonces au mois de mai prochain concernant l'élargissement de la Fondation de la faune du Québec qui va inclure dorénavant donc, la biodiversité à sa grande mission. Donc, cet appel à projet-là, pour nous, pour la Fondation, c'est une première expérience au niveau de la flore et des invertébrés. Donc, on remercie là, la précieuse collaboration du ministère de la faune de nous permettre donc de mettre les deux pieds là, dans les habitats floristiques et des invertébrés. Ça nous permet donc d'acquérir une nouvelle expertise et de pouvoir accompagner donc nos partenaires partout en région là, dans leurs initiatives sur la flore et les invertébrés. Donc, cette première expérience-là va nous permettre d'élargir la portée du programme Faune en danger, qui deviendra donc au courant de l'automne prochain, Espèces en danger, en intégrant donc la flore et les invertébrés dans des volets d'action tels que l'aménagement et la restauration.